Deux chiffres illisibles stoppent un camion de ciment. Quand le couvercle se soulève, des barils scellés apparaissent et la routine se brise. Sous le ciment, les agents découvrent d'explosifs instables, cyanure concentré et médicaments falsifiés, puis relient un décalage de date, des itinéraires trop réguliers et des documents incohérents à une architecture clandestine qui traverse plusieurs pays, tandis que le Sahel s'enfonce dans l'instabilité et que les institutions, fatiguées, doivent prouver qu'elles peuvent encore tenir sans spectacle. Que change vraiment pour les riverains Ibrahim Traoré ici? Une frontière tenue ou reprise? Cette analyse ne cherche ni l'effet spectaculaire ni la dramatisation. Elle part d'un fait ordinaire pour montrer comment une découverte apparemment banale devient un test concret de capacité étatique. L'enjeu pour le public est simple et mesurable: comprendre où commence la menace, comment elle circule et ce qu'elle peut altérer dans la vie quotidienne, sans exagération ni omission. Le bénéfice est clair: savoir lire un risque réel avant qu'il n'explose. À partir d'un seul point de contrôle, le récit suit une méthode rigoureuse: comparer l'avant et l'après, isoler les signaux faibles, puis traduire chaque donnée en implication compréhensible. Aucun chiffre n'est utilisé pour impressionner. Chaque variation sert à éclairer une décision, une vulnérabilité ou une limite. Ce cadre volontairement sobre évite deux pièges fréquents: la panique inutile et la minimisation confortable. Il permet aussi de poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'une frontière quand les institutions sont éprouvées? Jusqu'où la discipline peut-elle compenser le manque de ressources? Et surtout, combien de temps une vigilance méthodique peut-elle tenir avant de s'user? La suite répondra point par point à partir des faits observés, et uniquement d'eux. Le premier signe décisif est arrivé sans bruit, porté par un chiffre clé: une hausse progressive des volumes interceptés sur quelques semaines seulement. À première vue, la variation paraissait modeste. Pourtant, replacée dans la chronologie, elle signalait un basculement précis. Ce qui relevait auparavant d'incidents dispersés prenait la forme d'un flux organisé, répétitif, presque routinier. Ce glissement a suffi à transformer une enquête réactive en lecture structurelle du risque. Ce chiffre a tout déplacé parce qu'il ne disait pas plus, mais sûrement différemment. Une circulation diffuse devenait un système en mouvement. Les agents ont alors cessé de traiter chaque interception comme un cas isolé. Ils ont commencé à comparer dates, itinéraires et cargaisons, révélant des régularités impossibles à attribuer au hasard. À ce stade, la menace n'était plus ponctuelle, elle devenait cumulative. Le contexte explique pourquoi ce signal a compté autant. Le Burkina Faso évoluait dans un Sahel marqué par l'instabilité politique, l'usure administrative et des frontières longues, poreuses, difficiles à tenir dans la durée. Les contrôles reposaient souvent sur des routines éprouvées, parfois fatiguées, où la vigilance dépendait davantage de l'expérience individuelle que d'indicateurs partagés. Dans un tel environnement, une anomalie chiffrée répétée n'est jamais neutre. Elle agit comme un révélateur de vulnérabilité. Les équipes ont donc replacé ce delta dans une séquence plus large. Elles ont superposé les dates de passage, les trajets empruntés et la nature des cargaisons similaires. Peu à peu, un motif s'est dessiné. Même créneau, mêmes axes secondaires, mêmes documents imparfaits. L'accumulation parlait plus fort que n'importe quel aveu. C'est ici que le nom d'Ibrahim Traoré a commencé à circuler, non comme un slogan, mais comme un repère méthodologique. Depuis l'automne 2022, ses principes affichés, discipline, souveraineté, rigueur, offrait un cadre pour lire autrement ces données. L'objectif n'était pas de dramatiser, mais d'ordonner, comparer l'avant et l'après de ces orientations pour décider
si les chiffres signalaient une exception administrative ou un changement de nature du risque. La réponse s'est imposée par les faits. La répétition a confirmé que la menace n'était pas accidentelle, elle était déjà structurée. Deux figures ont servi de guides silencieux dans cette phase initiale. Awa, jeune inspectrice des douanes, avançait par précision méthodique. Elle consignait plaques, horaires, écarts minimes sans chercher les faits. Karim, lieutenant expérimenté du poste de Gawa, travaillait autrement, par mémoire du terrain, reconnaissant les chemins comme on lit une carte intérieure. Leur complémentarité a constitué le premier levier opérationnel, transformer une intuition diffuse en observation continue et vérifiable. Envoyés pour regarder sans intervenir, ils ont passé des semaines immergés dans le flux des convois, la fatigue des chauffeurs, la poussière des routes secondaires, l'ennui des contrôles répétés faisaient partie du décor. C'est précisément dans cette banalité que les indices ont pris sens. Les répétitions suspectes n'étaient plus des impressions isolées, mais des séries cohérentes. Mêmes créneaux horaires, même cargaison de ciment, absence persistante de chantier crédible à l'arrivée. Awa a relié ces éléments sur une ligne de temps. Karim a identifié les points où l'habitude remplaçait la vigilance. Ce travail discret a déplacé l'échelle de compréhension. Les anomalies sont devenues des motifs. Les motifs, des hypothèses. Les hypothèses, des priorités de surveillance. Sans arrestation ni saisie spectaculaire, l'impact a pourtant été tangible. Les équipes ont cessé de courir après les événements pour commencer à les anticiper. La frontière, longtemps subie, redevenait progressivement lisible. L'effet humain s'est manifesté tôt. Les communautés riveraines, observant ces contrôles calmes mais constants, ont commencé à signaler des détails qu'elles jugeaient auparavant inutiles. La confiance, fragile, a trouvé un premier ancrage. À ce stade, l'enjeu dépassait l'interpellation d'un convoi. Il s'agissait de démontrer qu'une ligne pouvait encore être tenue sans violence ni mise en scène. Le sens devenait clair. Une vigilance ordinaire, appliquée sans relâche, pouvait déjà modifier l'équilibre local. L'enchaînement a commencé par une décision simple, presque invisible, ne plus traiter un camion isolé, mais une série entière de convois. Les équipes ont étendu la surveillance à plusieurs axes du sud-ouest, notant horaires, plaques et répétitions jusqu'à faire apparaître un schéma cohérent. Cette phase d'observation, longue et volontairement retenue, a installé un rythme nouveau. Chaque détail comptait davantage que l'action immédiate. L'objectif n'était pas l'interpellation rapide, mais la compréhension du système. Puis est venu le premier basculement. À l'aube, un camion immobilisé a livré ses barils scellés. Sous le ciment, les ingénieurs ont découvert des explosifs instables, conditionnés de manière suffisamment homogène pour suggérer une préparation en amont. En quelques minutes, la frontière a cessé d'être abstraite. Elle est devenue une ligne fragile entre des villages entiers et un risque létal, sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Le contrôle a fait son œuvre sans spectacle. La montée en tension s'est poursuivie sans accélération visible. Les analyses ont révélé, peu après, la présence de cyanure concentré, d'une pureté incompatible avec un usage minier légal local. Les experts ont expliqué qu'une fuite minime pouvait contaminer une rivière entière. À cet instant, l'opération a changé de nature. Il ne s'agissait plus seulement de sécurité territoriale, mais de protection vitale. Le risque ne visait pas une cible précise, il menaçait un environnement partagé. Ensuite, un tournant stratégique s'est imposé. En comparant les itinéraires et les documents, les agents ont relié les cargaisons à des sociétés écrans établies dans des pays voisins. Des communications indirectes pointaient vers des relais actifs au-delà de la frontière, suggérant une coordination patiente et structurée. Ce qui ressemblait à une succession de fraudes prenait l'allure d'un système industriel discret, capable d'adapter ses routes sans changer de logique.
La répercussion n'a pas été immédiate mais cumulative. Un soir de janvier, les équipes ont tendu une embuscade silencieuse dans une zone balayée par le vent. Sans affrontement, les menottes et les radios ont marqué une étape supplémentaire dans la montée en puissance de l'opération. Chaque saisie ajoutait du poids à la preuve. Chaque contrôle renforçait la lisibilité du schéma. La méthode privilégiait la répétition disciplinée à l'effet d'annonce. À la fin de cette séquence, les éléments se sont imposés avec leur propre résonance. Explosifs, cyanure, médicaments falsifiés. Ensemble, ils dessinaient l'ampleur de ce qui aurait pu frapper les populations. Le sens s'est fixé dans l'accumulation, non dans un événement unique. Pour Ibrahim Traoré, cette chaîne validait une ligne claire. La constance méthodique pouvait transformer une vigilance locale en rempart national, sans recourir à la dramatisation ni à la précipitation. L'avant et l'après étaient désormais distincts. La frontière n'était plus seulement observée. Elle était administrée dans le temps. La lecture quantitative a commencé par une base claire, puis par un déplacement mesurable. Au départ, les interceptions relevaient d'anomalies ponctuelles, dispersées dans le temps et l'espace. Elles ne formaient pas un ensemble exploitable. Quelques semaines plus tard, les rapports internes montraient une augmentation nette des volumes saisis, suffisamment régulière pour indiquer un changement de régime. Le passage d'événements isolés à un flux structuré constituait le premier delta décisif. Ce delta ne se lisait pas seulement en quantité, mais en qualité de circulation. Plus les volumes augmentaient, plus les itinéraires se répétaient, réduisant la probabilité d'une improvisation opportuniste. La donnée brute a été interprétée avec prudence. Une hausse mesurée ne prouvait pas une intensification spectaculaire, mais signalait une organisation en mouvement. Les analystes ont résumé ce point en une phrase simple: quand la masse augmente, le champ de risque s'élargit mécaniquement, même sans intention immédiate. Un premier indicateur concernait les explosifs. Les analyses ont confirmé une instabilité suffisante pour provoquer des réactions en chaîne lors de manipulations limitées. Le delta observé entre les premières saisies et les suivantes indiquait une standardisation du conditionnement. Cette évolution traduisait un basculement qualitatif. On ne transportait plus de manière opportuniste, mais selon un protocole répété. Les spécialistes ont insisté sur un point précis. Chaque augmentation de volume multipliait les scénarios accidentels possibles indépendamment de toute cible déclarée. Un deuxième indicateur portait sur le cyanure. Les échantillons présentaient un niveau de pureté supérieur aux usages industriels légaux recensés dans la zone. Cette différence technique en apparence était déterminante. Elle démontrait que le produit n'était pas destiné à une activité minière classique. Les toxicologues ont expliqué qu'une concentration plus élevée abaissait fortement le seuil de contamination. Une fuite minime pouvait suffire à affecter une large zone aquatique. Ici, le delta ne se mesurait pas en tonnes, mais en potentiel d'impact durable. Un troisième indicateur concernait les médicaments falsifiés. Les caisses analysées contenaient des substances altérées, associées à des emballages imitant des marques inexistantes. Le contraste avec des produits conformes était net. Là où un médicament réglementé vise à soigner, ces contrefaçons introduisaient un risque sanitaire immédiat. Les experts ont noté que même à faible dose, certaines compositions pouvaient aggraver l'état des patients. Le passage d'un produit inefficace à un produit dangereux marquait un changement de catégorie. En superposant ces trois ensembles de données, les équipes ont obtenu une image cohérente. Explosifs instables, cyanure concentré et médicaments falsifiés suivaient une même logique d'évolution: progression des volumes, amélioration du conditionnement, répétition des itinéraires. La méthode, fondée sur une base puis sur l'écart, permettait de relier ces éléments sans extrapolation. Chaque chiffre
racontait une évolution précise du système. Pour Ibrahim Traoré, cette lecture chiffrée avait une valeur stratégique opérationnelle. Elle offrait un langage commun entre techniciens, agents de terrain et décideurs, sans dramatisation. Les données servaient à hiérarchiser l'effort, à expliquer pourquoi certaines zones devenaient prioritaires et à mesurer si la vigilance produisait un effet réel. La question ouverte n'était plus celle de la preuve, désormais établie, mais celle de la capacité à maintenir ce niveau d'attention dans la durée. Autour de l'opération, deux lectures contradictoires se sont imposées, chacune appuyée sur des arguments recevables. La première, prudente, s'insistait sur les limites structurelles. Selon ses défenseurs, maintenir une vigilance aussi méticuleuse exige des ressources humaines et financières difficiles à soutenir dans le temps. Les institutions du Burkina Faso, déjà éprouvées par des années d'instabilité, risquaient l'usure. La fatigue administrative, rappelait-il, constitue un facteur de vulnérabilité aussi réel que les menaces externes. Dans cette optique, l'opération apparaissait comme une réussite ponctuelle, mais fragile, exposée à l'adaptation rapide des réseaux clandestins, capables de déplacer leurs itinéraires plus vite que les contrôles ne se renforcent. La seconde lecture, plus confiante, mettait en avant les résultats observables. Ses partisans soulignaient la diminution mesurée des flux interceptés après les premières saisies, ainsi que la réorganisation interne des postes frontaliers. Pour eux, la discipline appliquée avait produit un effet d'entraînement tangible: meilleure coordination entre douane et unités civiles, procédures plus claires, traçabilité accrue. Ils insistaient sur un point clé: l'opération ne reposait pas sur un afflux massif de moyens extérieurs, mais sur une réallocation rigoureuse des capacités existantes. Cette méthode, fondée sur la constance plutôt que sur l'intensité, leur semblait reproductible et soutenable. Les données collectées ne permettaient pourtant pas de trancher en faveur d'un camp sans nuance. Elles confirmaient à la fois l'efficacité de la méthode et sa vulnérabilité. Les volumes saisis validaient la réalité de la menace, tandis que la répétition des contrôles révélait la nécessité d'un effort prolongé. Ni l'optimisme absolu, ni le scepticisme mécanique ne résistaient à l'examen attentif des chiffres. Les faits suggéraient une zone intermédiaire où la réussite dépendait moins d'un succès initial que de la continuité organisationnelle. L'enjeu réel apparaissait alors différemment. Il ne s'agissait pas de savoir si l'État pouvait gagner rapidement, mais s'il pouvait transformer une réussite opérationnelle en pratique durable. La question centrale devenait celle de la tenue dans le temps. Comment maintenir l'attention lorsque la pression médiatique retombe et comment d'éviter que la routine ne recrée les failles initiales? C'est dans cet espace, entre performance démontrée et fragilité persistante, que se jouait la crédibilité de l'approche défendue par Ibrahim Traoré. Ce basculement s'est cristallisé autour d'un élément longtemps jugé secondaire: les médicaments falsifiés découverts lors d'une interception discrète. Jusqu'alors, l'opération visait surtout des flux matériels perçus comme stratégiques. Avec ces caisses destinées à des hôpitaux ruraux, la menace a touché directement les besoins vitaux. Les agents ont compris que le trafic ne cherchait plus seulement à contourner l'État, mais à s'insérer dans les failles sociales les plus sensibles, là où la protection est la plus fragile. Cette découverte a modifié la lecture de l'ensemble du dispositif. Les explosifs et le cyanure représentaient un danger latent. Les médicaments, eux, annonçaient un risque immédiat, sans médiation technique ni délai. Le centre de gravité de l'opération s'est déplacé vers la protection humaine. À partir de ce point, chaque saisie a été évaluée non seulement en termes de sécurité, mais d'impact sanitaire direct sur les populations. C'est ici que la ligne défendue par Ibrahim Traoré a pris tout son sens opérationnel. Protéger la vie avant la loi n'était plus une formule, mais un critère de décision. Le soir même,
L'incinération des produits saisis a marqué une rupture nette. Sans mise en scène, ce geste a clarifié la priorité. Ce qui menace directement la vie ne circule plus, quelles que soient les apparences administratives. À partir de ce moment charnière, la vigilance a changé de registre. Elle n'était plus seulement technique, elle devenait morale et collective, redéfinissant l'objectif même de l'opération. Les effets se sont déployés en cercles distincts, touchant différemment quatre groupes clés, sans produire de rupture spectaculaire, mais en modifiant des équilibres quotidiens. Pour les institutions nationales d'abord, l'impact s'est mesuré en crédibilité opérationnelle. Les postes frontaliers, longtemps perçus comme passifs ou débordés, ont gagné en lisibilité. La répétition des procédures, leur documentation systématique et la cohérence des décisions ont réduit l'arbitraire. Cette stabilité procédurale a permis de mesurer l'action publique autrement que par des annonces. La frontière devenait un espace administré, non subi, et cette transformation reposait sur des indicateurs suivis dans le temps. Pour les acteurs économiques locaux, l'effet a été plus discret mais tangible. La diminution progressive des cargaisons illicites a desserré l'étau sur les circuits illégaux. Les marchés frontaliers ont retrouvé une prévisibilité minimale. Les transporteurs réguliers ont vu reculer une concurrence déloyale qui comprimait leurs marges. Ce réajustement n'a pas créé de croissance immédiate, mais il a restauré une continuité des flux, condition essentielle à toute activité durable. L'économie ordinaire, souvent absente des analyses sécuritaires, a bénéficié d'un effet indirect mais mesurable. Pour les populations riveraines, la transformation a été plus sensible encore. La vigilance accrue a modifié la relation à la frontière. Là où dominait la résignation, une participation prudente a émergé. Les signalements d'anomalies se sont multipliés, non par zèle, mais par reconnaissance d'un effort partagé. Les habitants ont perçu que leur quotidien comptait dans l'équation sécuritaire. Cette implication n'a pas effacé les tensions, mais elle a réduit la distance entre autorité et communauté, ouvrant un espace de coopération pragmatique. À l'échelle régionale, enfin, les effets ont dépassé le cadre national. Des services voisins ont observé une inflexion méthodologique. Sans discours conquérant, l'approche a suscité des échanges techniques discrets, portant sur la coordination civilo-militaire et la lecture des données. Des demandes d'informations ont circulé, transformant l'opération en référence opérationnelle plutôt qu'en modèle politique. Cette attention a renforcé la portée de la méthode sans l'exposer. Dans cette convergence d'effets, la cohérence a compté autant que l'intention. En liant sécurité, économie et confiance sociale, l'approche a montré qu'une action ciblée pouvait produire des retombées multiples. Pour Ibrahim Traoré, ces conséquences validaient une orientation centrale, privilégier la constance mesurable à l'impact immédiat. La saisie importait moins que la modification durable des comportements autour de la frontière, là où la vigilance devient un réflexe partagé. Dans une première trajectoire possible, la dynamique actuelle se maintient sans accélération notable. Les contrôles restent rigoureux, les communautés poursuivent leur signalement, et les réseaux illégaux déplacent progressivement leurs itinéraires vers des zones moins surveillées. Les flux interceptés diminuent lentement, sans disparaître. La frontière s'installe alors dans une stabilité exigeante, faite d'efforts quotidiens plutôt que d'événements marquants. Le coût humain et administratif demeure élevé mais supportable, à condition que la discipline acquise ne dépende pas d'une mobilisation exceptionnelle. Dans une trajectoire plus favorable, l'évolution repose sur un effet d'entraînement mesuré. Si la coordination interne se consolide et si les échanges techniques avec les pays voisins s'intensifient, la méthode gagne en portée. Les contrôles deviennent plus prédictifs, fondés sur la lecture partagée des données et la détection précoce des anomalies.
Les circuits économiques légaux retrouvent une continuité plus durable et les communautés frontalières s'approprient davantage les mécanismes de vigilance. Dans cette hypothèse, la frontière cesse d'être un point de friction pour devenir un espace géré, où la prévention prime sur l'interception, sans augmentation spectaculaire des moyens. Dans une trajectoire plus préoccupante, l'évolution repose sur un relâchement progressif. Une crise économique, une rotation rapide des personnels ou une baisse de la tension politique peuvent affaiblir la discipline acquise. Les contrôles se routinisent, l'attention baisse et les réseaux testent à nouveau les failles. La menace ne se manifeste pas par un choc immédiat, mais par une érosion silencieuse de la confiance. Les signalements diminuent, les communautés se replient et l'opération perd sa capacité dissuasive. Le risque principal n'est pas l'échec visible, mais l'illusion que le danger aurait été contenu. Au fond, ces trois trajectoires mènent à la même recommandation essentielle. Penser la vigilance comme une culture, non comme une réponse ponctuelle. Si l'attention est entretenue par des routines claires, des indicateurs partagés et une responsabilité distribuée, la frontière reste tenue. À l'inverse, si l'effort dépend d'une mobilisation exceptionnelle, il s'épuise. La question ouverte n'est donc pas de choisir un scénario, mais de décider quelle discipline collective maintenir lorsque la pression immédiate retombe. Pour ceux qui vivent près des zones frontalières, l'effet le plus perceptible a été un allègement de l'incertitude. La vigilance accrue n'a pas supprimé les risques, mais elle a rendu les signaux plus lisibles. Des gestes simples ont pris du sens. Noter un horaire inhabituel, signaler un chargement incohérent, poser une question sans s'exposer inutilement. Cette participation prudente a transformé des habitants passifs en acteurs discrets de prévention, sans créer de pression sociale ni d'injonction permanente. Dans les centres urbains, l'impact s'est exprimé autrement. Les postes de contrôle, souvent associés à la lenteur ou à l'arbitraire, ont gagné en cohérence. Les témoignages ont circulé, évoquant des procédures plus constantes et des décisions compréhensibles. Sans campagne officielle, une confiance pragmatique s'est installée. Pour beaucoup, la sécurité a cessé d'être un discours lointain. Elle est devenue une suite d'actes répétables, observables, évaluables. Cette normalisation a réduit la distance entre institutions et citoyens, sans effacer les critiques, mais en les rendant plus informés. Pour les jeunes, enfin, l'opération a offert un repère différent des récits héroïques habituels. Observer des agents agir avec méthode, sans mise en scène, a produit un contraste fort. Des sessions d'information locales ont transmis des outils concrets pour reconnaître des cargaisons suspectes ou comprendre les risques sanitaires liés aux produits falsifiés. Ce transfert de connaissances a relié responsabilité individuelle et protection collective. La sécurité cessait d'être abstraite pour devenir compréhensible et partagée. Ces trois regards convergents versent un même effet. L'opération n'a pas créé d'enthousiasme spectaculaire, mais une normalité nouvelle. La vigilance est devenue un réflexe appris, non une contrainte imposée. Ce changement discret, ancré dans les gestes ordinaires, constitue peut-être l'impact le plus durable, car il transforme la protection en pratique collective plutôt qu'en promesse institutionnelle. La transformation observée n'a tenu que parce qu'elle a été structurée en étapes lisibles, chacune associée à un responsable, un délai et un indicateur. La première étape a consisté à centraliser le renseignement frontalier. Chaque poste a alimenté une base commune permettant de croiser itinéraires, dates et volumes. Le succès ne se mesurait pas au nombre d'arrestations, mais à la rapidité de détection des anomalies récurrentes et à la réduction des écarts non expliqués. La deuxième étape a porté sur la formation ciblée. Des agents expérimentés ont été déployés dans des zones prioritaires pour expliquer les signaux faibles,
les procédures de signalement et les risques sanitaires concrets. L'indicateur retenu était simple, l'augmentation d'alertes précoces pertinentes, plutôt que la multiplication de contrôles inutiles. Cette pédagogie a permis d'aligner terrain et analyse sans alourdir les dispositifs existants. La troisième étape a renforcé la coordination civilo-militaire. Des patrouilles mixtes ont harmonisé les contrôles et réduit le temps de réponse lors des interceptions sensibles. La performance se lisait dans la cohérence des rapports et la diminution des doublons, non dans l'intensité visible des opérations. Cette synchronisation a stabilisé les routines, là où la fragmentation créait auparavant des failles. Un quatrième volet, plus discret, a concerné la réorientation économique. Des mécanismes de soutien ont permis à certains acteurs repentis de réinvestir leurs compétences logistiques dans des activités légales. Le critère d'évaluation n'était pas le volume d'aide, mais la pérennité des activités créées après plusieurs mois. Enfin, une évaluation indépendante trimestrielle a servi de point d'équilibre. Trois indicateurs étaient suivis: incidents évités, participation communautaire et confiance publique mesurée. Cette architecture rendait les choix auditables et corrigeables. Pour Ibrahim Traoré, cette feuille de route traduisait une exigence centrale, liée action, délai et mesure pour durer. Sans constance quotidienne, aucun indicateur ne tient. Avec elle, la frontière devient un système géré, non une ligne subie. Dans la lumière poussiéreuse d'un après-midi ordinaire, Hawa est revenu sur la route étroite où tout avait réellement basculé. Rien n'y signalait l'importance du lieu. Les traces de pneus s'effaçaient déjà et le silence rappelait les longues heures d'observation sans action. Pourtant, pour elle, cet espace résumait une transformation lente, le passage d'une vigilance résignée à une attention assumée, construite jour après jour, sans certitude de reconnaissance. À quelques pas, Ibrahim Traoré s'est arrêté sans discours ni mise en scène. Ce lieu n'était pas un symbole politique, mais un point de bascule moral. C'est ici qu'une anomalie minuscule avait déplacé un équilibre entier, non par la force, mais par la constance. Cette reconnaissance silencieuse valait plus qu'un communiqué officiel. Awa a alors repensé à la note pliée qu'elle conservait depuis le premier décalage relevé. Une phrase simple, presque austère: observer avec rigueur peut changer l'issue. Autour d'eux, rien n'avait changé en apparence. Les routes restaient poussiéreuses, les contrôles discrets, la vie ordinaire intacte. Et pourtant, tout était différent. Les réflexes collectifs s'étaient ajustés autour d'une idée sobre: tenir sans bruit. La constance protège plus que le bruit. Dans ce retour au point de départ, l'opération trouvait son sens profond, non dans ce qui avait été saisi, mais dans ce qui avait été tenu, patiemment, sans chercher à convaincre, seulement à durer. Au crépuscule, la vie ordinaire a repris sans fanfare. Les contrôles sont restés visibles, mais intégrés au rythme des échanges quotidiens. Cette normalité nouvelle n'a rien d'un triomphe. Elle traduit une vigilance devenue l'habitude, soutenue par des gestes répétés et des signaux transmis sans éclat. Les autorités ont rappelé un message simple: la protection durable ne cherche pas l'applaudissement, elle demande l'attention partagée, même lorsque l'urgence s'éloigne. La portée de cette expérience dépasse un événement précis. Elle interroge une société sur ce qu'elle accepte de maintenir lorsque la pression immédiate retombe. Documenter, corriger, recommencer. Ce sont des choix modestes mais exigeants. Ils reposent de moins sur des moyens exceptionnels que sur une discipline collective. Dans ce cadre, l'approche associée à Ibrahim Traoré invite à un débat calme et informé, loin des slogans, centré sur la durée plutôt que sur l'impact instantané. La question finale s'adresse à chacun, sans injonction. Que devient une frontière lorsque ceux qui la vivent décident de rester attentifs?
Et, plus largement, quelle nation se construit quand la vigilance cesse d'être une réaction pour devenir une culture commune, partagée et responsable?